Je vous présente ici quelques phrases qu'on peut observer ensemble. Je découvre un soir de Noël, je coupe le couteau, je répète tous les souvenirs qui me font dans la tête, puis j'écris. Ce que ces phrases-là ont en commun, c'est qu'elles ont toutes été dites par un homme qui a subi un AVC et qui en a eu pour conséquence des difficultés de production de phrases. Si on observe les phrases, on voit que dans certains moments, le verbe ne semble pas le plus approprié, certains constituants ne semblent pas associés au verbe comme il faut, ou dans certains cas, comme j'ai créé, il nous manque simplement des constituants pour bien comprendre qu'est-ce qui est dit. Pour la personne qui va recevoir ce message-là, on se doute qu'il va falloir qu'elle ait un travail actif pour être capable de comprendre, oui, qu'est-ce qui est dit, mais peut-être qu'il va falloir qu'elle s'aide du contexte, qu'elle pose des questions, ce qui fait que la communication va un peu être entravée. Et ça vous donne aussi une idée que pour les personnes qui ont une difficulté de production de phrases, à quel point ça peut être difficile de bien communiquer, puis à quel point ça peut avoir un impact fonctionnel au quotidien, autant sur, évidemment, leur quotidien, mais leur intégration sociale également, parce que ça limite grandement leur capacité à exprimer leurs opinions, leurs émotions, leurs intérêts, et même d'une façon plus primaire, leurs besoins. Pour vous mettre un peu en contexte, pour un groupe de 100 personnes, on dit qu'il y aurait environ 20 personnes qui subiraient un AVC au courant de leur vie. Parmi ces 20 personnes, environ le tiers, donc ici ce serait 7, aurait ce qu'on appelle une aphasie. L'aphasie regroupe tous les troubles de communication qui peuvent survenir suite à une lésion cérébrale, dans ce cas-ci l'AVC. Et parmi ceux qui ont une aphasie, environ le tiers, encore une fois, donc 2 ici, auraient une difficulté de production de phrases qui résultent des difficultés comme je vous ai présenté au début. Ce qui représente 2 % de la population, c'est non négligeable, surtout considérant l'ampleur des difficultés que ça peut entraîner dans le quotidien de la personne, puis à quel point ça peut limiter ses activités quotidiennes. Et donc, on veut leur apporter des traitements efficaces. Si on regarde au niveau de la littérature, qu'est-ce qui va constituer un traitement efficace? Qu'est-ce qui va contribuer à ça pour être capable de les aider au meilleur de notre connaissance? Il y a différentes variables qui sont à observer. Il va y avoir toutes les variables plus personnelles, l'âge de la personne, son niveau d'éducation, son niveau socio-économique et ce qui est lié à la lésion, donc à quel endroit l'AVC s'est produit, la sévérité de l'AVC et tout. Mais ça, on comprend bien que pour créer des traitements, on ne peut pas vraiment jouer sur ces données-là, on peut les prendre en compte, mais ce n'est pas ce sur quoi on va pouvoir interagir en tant que clinicien ou chercheur. Par contre, ce sur quoi on peut jouer, c'est plus les variables qui vont être liées au traitement en soi. Dans ces variables-là, il y en a énormément, mais celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'intensité. C'est une variable qui va être importante, je pense, dans tous les domaines d'intervention. Et au niveau de la réadaptation, plus en orthophonie, par intensité, on va avoir évidemment la fréquence des rencontres, mais également la durée des rencontres. Puis à l'intérieur d'une même rencontre, ce qu'on appelle la dose, donc le nombre de fois qu'on va travailler, par exemple, un même verbe, une même phrase, un peu comme on le verrait en médicament, la dose, la molécule qui va être utilisée pour la personne. Donc, pour les difficultés de production de phrases, qu'on remarque au niveau de l'efficacité recommandée, ce sont des interventions de 3 à 4 heures en moyenne par semaine. Et là, on sait bien qu'en clinique, c'est rare qu'un clinicien ait 3 à 4 heures par semaine à donner à la même personne. Et en effet, c'est en général ce qui va être donné pour les personnes qui ont un AVC en phase chronique. Ça va être 1 heure par semaine. Donc, on se retrouve avec un dilemme, un enjeu, en fait, entre la clinique qui peut seulement offrir 1 heure par semaine, mais les données qui nous disent qu'en bas de 3 à 4 heures, c'est moins efficace comme traitement. On ne veut pas faire perdre le temps du patient, puis on ne veut pas non plus donner des faux espoirs d'amélioration. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour rejoindre ça, essayer de combler cette difficulté-là, puisqu'on ne peut pas, la pénurie de main-d'œuvre ne se réglera pas, puis on ne va pas allonger des heures dans la semaine non plus. Ce qui ressort de plus en plus dans la littérature dans les dernières années, dans le domaine de l'orthophonie, c'est l'auto-administration. Ça peut être un continuum qui est très varié, ça commence à être étudié dans le domaine ici. On va avoir des cas où le traitement est presque uniquement en présentiel, avec quelques devoirs à faire à la maison, mais j'ai également vu des cas où c'est clairement une clinicienne virtuelle qui offre son traitement, mais c'est pré-programmé. Il n'y a pas de rencontre directe avec personne, même en virtuel, il n'y a pas de télépratique non plus. La personne est autonome et ensuite, il y a des rencontres très ponctuelles avec une personne physique. Ça peut sembler une belle solution parce que ça nous aide à avoir une bonne intensité de traitement, mais sans avoir la personne 3 à 4 heures par semaine. Par contre, c'est beaucoup moins simple qu'on pense. Ça ne suffit pas de se dire « Ah, ben, je vais lui donner des devoirs, ça va être fait, tout est réglé ». Il faut évidemment faire un long processus de développement et de validation des traitements qui prend beaucoup d'étapes, beaucoup de temps. Et ici, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est ce qui va constituer la suite de mon doctorat. Merci.